Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un son que je pense pas mal de gens connaissent. Ce petit plic-ploc régulier qui vient de la buanderie ou de la salle de bain. Ah oui, le classique. Le chauffe-eau qui goûte. Exactement. On a sous les yeux un guide de diagnostic assez complet. Et notre but aujourd'hui, c'est un peu de jouer les détectives. On va apprendre à lire les indices que nous donne ce goutte à goutte pour savoir en gros si on doit paniquer et appeler les secours ou si on peut simplement aller se recoucher. C'est une excellente approche. Parce que la première chose que révèle ce guide, et c'est la plus surprenante, on va dire, c'est qu'une fuite n'est pas forcément un problème. Ah bon? Oui, l'instinct nous crie « Attention, eau plus électricité, danger ». Mhm. Mais il y a un cas de figure très précis, où ce goutte à goutte est non seulement normal, mais carrément un signe de bonne santé. Un signe de bonne santé. Oui, c'est le point de départ de tout diagnostic. Alors ça, c'est vraiment contre-intuitif. Comment un appareil qui est censé être étanche peut-il fuir et être en bonne santé? Attendez, la cuve, elle est en métal. Elle n'est pas un peu élastique. Je suis surprise qu'une si petite variation de température puisse créer une telle pression. C'est une question clé. L'eau, c'est un liquide qui est quasi incompressible. D'accord. Quand on la chauffe dans un volume fermé, comme la cuve d'un chauffe-eau, elle n'a nulle part où aller. Pour donner une idée, faire passer 200 litres d'eau de 15 à 65 degrés, Oui. c'est une augmentation de volume d'environ 3%. Ça fait 6 litres. 6 litres. C'est énorme. C'est énorme. Et ces 6 litres en trop doivent être évacués. Sinon, la pression à l'intérieur monterait à des niveaux astronomiques, bien au-delà de ce que l'acier de la cuve peut supporter. D'accord, je vois. C'est là qu'intervient le groupe de sécurité. Cette petite pièce de plomberie qui est obligatoire, sa soupape est tarée, en général à 7 bars. Dès que la pression atteint ce seuil, hop, elle s'ouvre. Elle laisse échapper le surplus d'eau. Sous forme de goutte à goutte. Voilà, sous forme de goutte à goutte. Et elle se referme dès que la pression redescend. Ce processus, il se produit uniquement pendant que l'appareil chauffe. Donc, si on voit des gouttes seulement à ce moment-là, C'est la preuve que le système de protection fait son travail. C'est la respiration de l'appareil en quelque sorte. c'est fou. Ça veut dire que des milliers de gens doivent appeler un plombier en panique pour un appareil qui, en fait, fonctionne parfaitement. Sans aucun doute. C'est la première source d'appel pour rien. Un bon professionnel demandera toujours au téléphone « Est-ce que ça coule tout le temps ou seulement de temps en temps ?» Est-ce qu'on passe de cette respiration à un symptôme qui doit vraiment nous inquiéter? La transition, elle est très nette. L'écoulement devient anormal dès qu'il est continu. Continue, c'est-à-dire? Si ça goutte ou si ça coule, alors que personne n'a utilisé d'eau chaude depuis des heures et que le témoin de chauffe est éteint, là on a un problème. La soupape ne joue plus son rôle de valve temporaire. Elle est devenue une fuite permanente. Et qu'est-ce qui peut la bloquer en position ouverte? J'imagine que le calcaire, l'ennemi public numéro un, doit y être pour quelque chose. C'est la cause la plus fréquente, et de loin. Le calcaire, le tartre, il s'accumule dans le mécanisme de la soupape et l'empêche de se refermer correctement. Comme un grain de sable dans un engrenage. C'est exactement ça. Parfois, ça peut être de petites impuretés dans l'eau aussi. Ou alors, c'est juste l'usure. Le clapet interne, à force de s'ouvrir et de se fermer des milliers de fois, il perd son étanchéité. Dans ce cas, on est plus dans le fonctionnement normal, on est dans la défaillance d'une pièce. La solution, c'est de changer le groupe de sécurité, j'imagine. C'est souvent la solution, oui. C'est une intervention assez standard pour un plombier. Mais attention, ce n'est pas la seule cause possible d'un écoulement continu. Et ça, c'est un point crucial sur lequel on reviendra. Très bien. Mais avant de voir les causes plus complexes, restons sur les fuites plus simples, mécaniques. Le guide mentionne des fuites qui ne viennent pas du groupe de sécurité. Est-ce qu'il y en a qu'on pourrait qualifier de plus simples à gérer? Oui, heureusement. Il y a toute une catégorie de fuites qui sont de simples problèmes de plomberie. Pas des problèmes liés au chauffe-eau lui-même, ce sont les fuites au niveau des raccordements. C'est-à-dire? Là où le tuyau d'arrivée d'eau froide et le tuyau de sortie d'eau chaude se connectent au ballon, les points de jonction. D'accord. Et qu'est-ce qui peut lâcher à ce niveau-là? Ce sont des zones qui subissent pas mal de contraintes, les vibrations, les dilatations dues à la chaleur. Avec le temps, un écrou peut se desserrer un petit peu, mais le plus souvent, c'est le joint d'étanchéité qui est en cause. Une pièce d'usure, en somme? Une pièce d'usure par excellence. Il se dessèche, il se craquelle, et hop, il ne fait plus son travail. On verra alors un suintement ou un goutte à goutte juste sous l'écrou du raccord. Et là, est-ce que c'est quelque chose qu'un bricoleur un peu averti peut tenter de réparer ou est-ce qu'on risque de transformer une petite fuite en déluge? C'est le dilemme classique. Resserrer un écrou d'un quart de tour après avoir coupé l'eau, bien sûr, c'est à la portée de beaucoup de gens. Changer un joint, ça demande un peu plus de savoir-faire, mais ça reste accessible.
Le risque, c'est effectivement d'aggraver la fuite si on le fait mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une réparation bénigne, si je comprends bien. Exactement. Le cœur de l'appareil, la cuve, n'est pas en cause. C'est juste un problème d'étanchéité sur le côté. D'accord, donc on a les problèmes de pièces d'usure, comme le groupe de sécurité ou un simple joint. Ça, c'est le chauffe-eau qui a un problème interne. Mais le guide qu'on analyse suggère autre chose, de plus pernicieux. Parfois, le chauffe-eau est la victime, pas le coupable. C'est un point absolument fondamental et souvent négligé. Imaginez que la pression de l'eau qui arrive de votre réseau municipal soit trop élevée. Trop élevé, oui. Oui, la norme pour une installation domestique, c'est autour de 3 bars. Mais dans certaines zones, en bas d'une colline, près d'un château d'eau, elle peut dépasser 5, 6, voire 7 bars. Et le groupe de sécurité est justement conçu pour s'ouvrir à 7 bars. Précisément. Donc si la pression du réseau est déjà à 6 bars, il suffit d'une toute petite augmentation de température pour que ça déclenche la soupape en permanence. C'est tout à fait ça. La soupape est constamment sollicitée. Elle n'est plus là pour gérer un pic exceptionnel, elle se bat contre une pression de base qui est trop forte. Et la fuite devient chronique. Voilà. Et là, le mauvais réflexe, c'est de se dire « mon groupe de sécurité est défectueux » et de le changer. Alors que le problème est au narron, le plombier qui change juste la pièce sans mesurer la pression du réseau. Il met un pansement sur une hémorragie. Il traite le symptôme, pas la cause. Et il condamne son client à revivre le même problème dans 6 mois. C'est exactement ça. Un bon professionnel aura toujours un manomètre sur lui pour vérifier la pression. Si elle est trop haute, la seule solution viable, c'est d'installer un réducteur de pression à l'entrée de l'installation. Ce qui protège tout le reste de la maison en plus. Tout. Les robinets, le lave-vaisselle, toute la plomberie. C'est une information capitale. Mais il y a une autre cause de surpression qui est mentionnée, et qui est les biens internes à l'appareil, le thermostat défaillant. Et là, on entre dans un scénario plus inquiétant. On change de dimension, oui. Si le thermostat, qui est le cerveau de l'appareil, tombe en panne et ne coupe plus l'alimentation de la résistance... L'eau chauffe en continu. Exactement. Le chauffe-eau se transforme en une sorte de cocotte minute sans sifflet. L'eau ne s'arrête plus de chauffer. Elle ne va pas juste monter à 65 degrés, elle peut s'approcher des 100 degrés. Et donc la pression grimpe en flèche, bien au-delà de ce qu'on voit dans un cycle normal. Absolument. La pression peut monter à des niveaux extrêmes très rapidement. Dans ce cas, la fuite au groupe de sécurité n'est plus une régulation, c'est un cri d'alarme. La soupape qui hurle que quelque chose de grave se passe à l'intérieur. Oui, et ignorer ce signal, c'est prendre un risque majeur. Parce que la conséquence ultime d'une surpression non contrôlée, c'est l'explosion de la cuve. C'est rare, heureusement, mais c'est un risque réel. On arrive maintenant au scénario que tout le monde redoute. Le point de non-retour. La fameuse flaque qui apparaît au pied du ballon et qu'on ignore un peu en se disant que c'est le chat, avant que ça soit la réalité. Que se passe-t-il si la fuite ne vient ni d'un raccord ni du groupe, mais de la cuve elle-même? Si l'eau suinte de la tôle sur les parois ou par le dessous, là, le diagnostic est sans appel. La cuve est percée. Et ce n'est pas un trou qui vient de l'extérieur, c'est le résultat d'un long processus de corrosion qui a rongé le métal de l'intérieur. Et c'est là qu'on touche à la question de l'obsolescence, non? On nous vend des cuves émaillées avec des anodes censées les protéger, mais au fond, on sait qu'elles ont une date d'expiration. Le guide le présente comme une fatalité technique. Une cuve de chauffe-eau, c'est un environnement extrêmement hostile. On a de l'eau chaude, de l'oxygène, des minéraux. La corrosion est inévitable. Inévitable. L'émaillage est une première barrière, mais il n'est jamais parfait. L'anode sacrificielle en magnésium est là pour se faire manger par la corrosion à la place de l'acier. Une sorte de bouclier. C'est ça. Mais une fois l'anode entièrement consommée, si elle n'est pas remplacée, la corrosion attaque directement la cuve. Et tôt ou tard, elle la traverse. Et une cuve percée, ça ne se répare pas. On ne peut pas mettre une rustine. Impossible. L'intégrité structurelle du réservoir est compromise. La pression à l'intérieur éjecterait n'importe quel colmatage. La seule et unique solution, c'est le remplacement complet de l'appareil. C'est le signal de fin de vie. La différence est énorme. Une fuite sur un raccord, c'est un joint à 50 centimes. Une fuite sur la cuve, C'est un nouvel appareil. très bien. On a exploré les différents diagnostics. Pour rendre tout ça très pratique, essayons de faire une sorte de guide de triage. Face à une fuite, quels sont les critères qui doivent déclencher immédiatement un appel à un plombier sans même réfléchir? Le guide est très clair là-dessus. Il y a 3 situations d'urgence absolue. La première, on l'a dit, la fuite est continue. Que ce soit un goutte à goutte ou un filet d'eau, si ça ne s'arrête jamais, il faut agir. Le critère de la persistance. Le goutte à goutte normal est intermittent, un flux permanent, c'est toujours une anomalie. Le deuxième, Le deuxième, c'est la localisation. Si la fuite vient de la cuve elle-même, comme on vient de le voir,
Il n'y a rien à espérer, il faut juste planifier le remplacement au plus vite, avant que le trou ne s'agrandisse. Et que ça ne provoque une inondation. Exactement. Et le troisième, qui est une question de sécurité élémentaire, mais qu'il est bon de marteler, Absolument. C'est quand l'eau s'approche ou touche les composants électriques. En général, ils sont protégés par un capot en plastique, mais si l'eau ruisselle dessus ou, pire, s'infiltre à l'intérieur, le risque de court-circuit devient réel. court-circuit et électrocution. Dans ce cas, la priorité n'est même plus d'appeler le plombier, c'est d'aller couper le disjoncteur du chauffe-eau au tableau électrique. On sécurise d'abord, on appelle ensuite. C'est un point essentiel. Il faut peut-être rappeler pourquoi il ne faut pas juste mettre une bassine et attendre. Les dégâts des eaux, c'est une part énorme des sinistres habitations. C'est un chiffre très parlant, oui. Au-delà du gaspillage d'eau et de la facture d'énergie qui explose parce qu'on chauffe de l'eau pour rien, les conséquences peuvent être dévastatrices. L'humidité constante favorise les moisissures, qui sont dangereuses pour la santé. Ça dégrade les murs, les planchers. Et si on est en appartement, ça peut vite devenir un cauchemar avec les voisins. Ah oui, le dégât des eaux chez le voisin du dessous, ça peut coûter une fortune en réparation et en tracas avec les assurances. En somme, savoir interpréter ces signaux, c'est passer d'une anxiété passive face à un bruit inconnu à une action éclairée. On comprend bien la différence maintenant entre la petite goutte qui rassure, celle qui alerte et celle qui condamne l'appareil. C'est une compétence domestique assez précieuse. C'est exactement ça. C'est transformer une source de stress en une information qu'on peut utiliser. Et toute cette discussion sur les signes visibles d'une défaillance, comme la corrosion, ça soulève une question un peu plus large, je trouve. Une réflexion pour aller plus loin. On vous écoute. La fuite, c'est le symptôme final. C'est l'échec visible après des années d'usure silencieuse et invisible. La question qu'on peut se poser, c'est comment évaluer l'état de santé réel de nos appareils au quotidien, avant qu'ils n'atteignent ce point de non-retour. L'entretien préventif. Voilà. Au-delà de la réjection à une panne, quelle réflexion peut-on avoir sur cet entretien? Le contrôle de l'anode, la manœuvre du groupe de sécurité, pour réellement prolonger la durée de vie de ces équipements et ne pas être simplement le spectateur de leur dégradation programmée. C'est peut-être là que se situe le prochain niveau de maîtrise de notre environnement technique.